Salut Clémentine. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Clémentine, tu es députée de Seine-Saint-Denis, membre du groupe de la France Insoumise. Et hier, à l'Assemblée nationale, ta proposition de résolution pour enjoindre le gouvernement à faire de l'endométriose une affection longue durée a été adoptée. Et c'est pas banal, ça a été voté à l'unanimité et contre l'avis du gouvernement. On va y revenir, mais d'abord, c'est quoi l'endométriose ? Oui, bonne question, même si comme c'est une maladie qui touche une femme sur 10 et qu'on compte les proches, en réalité, il y a beaucoup de Français qui connaissent cette maladie, mais d'autres qui ne la connaissent pas, comme moi d'ailleurs, il y a quelques années, je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est une maladie de la muqueuse utérine où en fait elle se dissémine dans le corps et elle vient affecter d'autres organes potentiellement et ça signifie des symptômes qui peuvent être extrêmement violents, invalidants, ou alors des symptômes moins grave, où on est, entre guillemets, juste plié en quatre pendant la période des règles. Donc c'est une maladie évolutive, elle est incurable, et elle touche en France entre 2,5 et 4 millions de femmes. Donc c'est vraiment une maladie de masse, quoi. Or, elle est invisibilisée. On la connaît scientifiquement depuis le 19e siècle, mais la reconnaissance a du mal à devenir, quoi. Et elle était sous prise en charge ? Elle n'était pas reconnue dans les affections longue durée d'une certaine catégorie qui est l'ALD 30, qui ouvre à des droits, notamment le remboursement à 100% des soins, mais aussi la possibilité d'avoir des congés liés à la maladie, avec la suppression du droit de jour de carence, et également d'aménager son temps de travail en fonction des périodes qui peuvent être douloureuses, mais qui ne sont pas forcément tout le temps douloureuses, mais à des moments qui incapacitent, qui rendent la possibilité de travailler improbable, quoi. Pourquoi c'était important de la reconnaître à l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est vraiment aux députés, aux parlementaires de décider quelles sont les maladies longue durée ? Parce qu'on ne fait pas ça avec toutes les maladies. Non, mais c'est un processus de reconnaissance de cette maladie, qui est aussi invisible parce qu'elle touche aux règles. Donc voilà, quelque chose qui a à voir avec l'intime, avec un tabou. Et c'est une maladie, encore une fois, qui touche des millions de femmes. Donc c'est pas une petite niche, on est devant un phénomène de masse. Donc c'était important que l'Assemblée nationale s'empare de cette question. Et d'ailleurs, à partir du moment où on a évoqué cette niche, qui est donc intervenue hier, vous avez remarqué 48 heures avant, le président de la République s'en est emparé en faisant une vidéo et en proposant un plan de communication, puisqu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas non plus de calendrier. Alors c'est bien parce que ça veut dire qu'on a quand même marqué le paysage politique, le sommet de l'État s'en est emparé et a quand même posé un geste qui est important pour les femmes qui sont victimes de cette maladie. Je crois qu'il faut vraiment aller plus loin et c'est pour ça qu'on a voulu, avec cette proposition de résolution, faire en sorte que l'Assemblée se prononce sur ce sujet et incite le gouvernement à prendre des mesures qui sont très attendues par les associations, par les patientes, parce que ça peut totalement changer leur quotidien. Il y a des femmes qui, notamment les plus précaires, ont des frais liés à l'endométriose qui les mettent totalement dans la difficulté sociale forte, voire extrême, et d'autres qui n'arrivent pas à être considérées comme réellement malades, donc ils ne voient pas leurs frais remboursés. Bref, il y a plein de situations et l'ALD 30, ça permet de rendre systématiques les choses, là où il y a une appréciation aussi du médecin traitant en fonction du territoire, qui peut faire qu'il y a des grandes inégalités entre les femmes dans le traitement. Donc ça permet aussi de réconcilier ces femmes avec les institutions et l'administration qui est censée les protéger et les soigner. Alors tu l'as dit, le gouvernement, le président de la République avait lancé un plan de communication 48 heures avant. Il avait donné un avis négatif sur ta résolution. Pourquoi le gouvernement, d'après toi, est allé s'enfermer dans cette impasse ? Et pourquoi les députés de la majorité, tout d'un coup, ont pris leur autonomie vis-à-vis de la parole gouvernementale ? C'est pas banal, hein. Souvent ils suivent. Là, il y a vraiment eu zéro députés En Marche qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. Pourquoi il est allé s'enfermer dans cette impasse ? C'est juste une question, tu as dit, de budget. Il voulait pas ouvrir le portefeuille ? Je sais pas si c'est que ça. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment à saluer parce que ça n'arrive quasiment jamais dans cet hémicycle d'avoir une telle unanimité, 111 votants, 111 pour, avec tout le monde qui s'est levé et une ovation, une joie partagée pour les femmes. On a voté en conscience pour les femmes et ça, c'est vrai que c'était très important. Alors après, c'était la douche froide.
c'est la douche froide parce que moi j'avais cette grande joie d'avoir réussi à marquer, voilà, à marquer les esprits et à faire adopter cette proposition. Et le ministre intervient et nous explique que lui n'est pas d'accord. Or, comme c'est lui qui doit faire le décret, c'est-à-dire que nous, on demande au gouvernement de faire le décret qui permet à l'endométriose de rentrer dans la LD 30, et lui nous dit qu'il n'est pas d'accord, et il demande en effet aux marcheurs de voter contre, qu'ils ne l'écoutent pas. Et d'ailleurs, c'était essentiellement des femmes qui étaient présentes. Dans les interventions, on entendait l'émotion de certaines qui, à n'en pas douter, étaient elles-mêmes victimes de l'endométriose. Des députés hommes aussi sont venus me voir en me disant « ma fille, ma femme en est victime ». Donc je pense que ça a touché fortement. D'autres députés encore ont découvert l'ampleur de la maladie et sont venus me voir en me remerciant d'avoir mis ça sur la table, en me disant « je ne savais pas l'ampleur, je ne connaissais pas la gravité et tout ce qui s'ensuit autour de cette maladie ». Donc je pense qu'il y a eu oui, un moment de concorde en fait dans l'hémicycle, et ils ont pris leur autonomie. Je pense qu'ils se sont dit que c'était pas non plus un acte outrancier par rapport aux déclarations du président de la République qui malgré tout prenait le sujet à bras le corps. Peut-être qu'il y avait une tactique politique où ils se sont entendus en fait. Vous votez pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Voilà, et puis nous on verra bien ce qu'on fait après avec le décret, on va prendre le temps. Mais t'as bon espoir que le décret soit pris? Oui, parce que moi j'ai l'impression qu'on a ouvert une brèche, comme si on avait mis le pied là comme ça, et maintenant il faut enfoncer la porte. Et les associations sont très remontées par les déclarations de Véran. Donc je crois qu'on peut avoir une mobilisation, une grande mobilisation citoyenne, associative, politique, puisque tous les groupes politiques ont dit qu'ils y étaient favorables. Et donc oui, je pense qu'on peut faire plier le gouvernement. Il y a aussi eu l'ouverture du don du sang pour les homosexuels par décret. Le gouvernement est en train de lâcher du lest, d'après toi, à l'approche de la présidentielle? Oui, ça reste mou. Hein. Alors, Blanquer a lâché du lest aussi hier. C'est parce qu'ils sont dans la seringue. Donc, quand ils lâchent du lest, c'est pour en effet essayer de limiter les dégâts à 90 jours maintenant de l'élection présidentielle, alors qu'on a un candidat qui n'est toujours pas déclaré, qui est Emmanuel Macron, et qui empêche aussi le débat politique de se dérouler dans des conditions démocratiques dignes de notre pays. Donc, ça c'est un sujet. Donc, oui, il lâche. C'est parcimonieux quand même. Hein. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait changé d'air là. Alors, le vote de cette résolution, c'est une victoire bien sûr, mais surtout une victoire pour toi hein, et pour la France insoumise, pour l'opposition en général. Mais c'est surtout une victoire pour toutes les femmes qui souffrent de cette maladie. C'est une victoire féministe, en somme, qui vient sanctionner des années de lutte. Tu dirais que ça bouge de ce côté-là? Oui. Ah oui, ça bouge, bien sûr. Dans la société, ça bouge considérablement. Dans tous les groupes politiques, je vois bien que ça bouge, hein, même le camp le plus réactionnaire, on sent que, bon, commence à titiller. Après, il y a des résistances. Alors, il y a des résistances au gouvernement financière, notamment. C'est vrai sur l'endométriose, parce que je suis sûre que c'est le jour de carence, des remboursements de soins en plus, et puis cette idée que finalement, on pourrait abuser du droit, hein, qu'on est des assistés, et que si on donne des droits, oh là là, les gens pourraient en prendre trop. Alors qu'on sait que la vérité, c'est le non-recours au droit, qui est bien plus grand que l'abus des droits que nous avons. Mais le gouvernement a dans sa tête cette logique-là des assistés. Donc je pense qu'il y a l'austérité budgétaire, cette idéologie dont je parle, qui n'arrive pas bien à consolider les droits, et ça, ce sont des freins terribles pour faire avancer dans la réalité. Mais dans le discours, je trouve que c'est déjà un peu mieux. C'est pas encore complètement ça. Hein. Depuis MeToo, donc il y a eu des avancées importantes sur le front féministe. Pourtant, on pourrait être tenté de parler de féminisme au pluriel. Il y a d'âpres querelles internes au mouvement féministe sur les travailleuses. C'est pas nouveau, hein. Oui, c'est pas nouveau, mais en ce moment, on en entend beaucoup parler sur les travailleuses du sexe, sur les femmes voilées, sur les trans. Il y a des féminismes irréconciliables, d'après toi? Moi, j'ai plutôt le sentiment que, alors sur les trans, là, ça vient d'arriver, mais sur les femmes voilées, il y a eu des périodes où c'était d'une extrême violence. J'ai l'impression que c'est moins prégnant. Donc il y a toujours eu des conflits, mais tout le temps, depuis que le féminisme existe, c'est pas un dogme, hein, donc c'est normal qu'il y ait aussi des courants, des confrontations. Moi, ça me fait pas peur, ces confrontations idéologiques, quand elles deviennent pas des espèces de camps qui peuvent plus parler, etc. Mais moi, ce qui me frappe plus, c'est au contraire le fait que se dire féministe aujourd'hui est devenu presque consensuel. Alors que moi, quand j'ai commencé à être féministe, à être militante féministe, j'avais 24 ans, donc ça fait 25 ans, 24. C'était pas le mot lui-même
il était extrêmement dérangeant. On dit, ah bon, vous êtes féministe, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi, j'ai plutôt l'impression inverse, c'est que si effectivement, dans les milieux féministes très engagés, il peut y avoir des batailles, moi, je sens plutôt le mouvement de fond très très puissant, notamment dans les jeunes générations, et qui crée du commun. Alors après, on peut débattre, il y a d'autres débats, hein, écoféminisme, etc. Mais c'est normal, c'est normal. Dans l'actualité, il y a aussi la mobilisation des professeurs et des parents d'élèves contre la politique et la gestion sanitaire des écoles, notamment par le gouvernement et tout particulièrement par le ministre Jean-Michel Blanquer. Comment tu juges ce moment politique-là? Hier soir, d'abord, c'était quand même plaisant parce qu'il y a eu une grève inédite dans l'éducation nationale, une colère énorme. On a vu dans la rue, pas simplement des syndicats qu'on voit habituellement dans la rue dans ce type de manifestation. J'ai vu la CFDT, on a vu des proviseurs, des principaux d'établissements et même des inspecteurs qui étaient dans la rue. Donc, je veux dire, c'est quand même une colère massive et qui touche toute la hiérarchie. Alors, c'était plaisant hier de voir quand même que le ministre avait changé de ton parce que jusqu'ici, il était droit dans ses bottes. Il avait raison sur tout, il allait avec ses protocoles tous les 48 heures et à la va comme je te pousse. Et puis là, bon, quand même, il a trouvé des mots encore ce matin sur France Info, qu'il avait peut-être commis des erreurs, qu'il était comme tout le monde, etc. Donc je trouve que déjà d'avoir changé de ton, c'est pas mal. Quelques premières annonces, ça veut quand même dire que quand on se bouge, quand on se mobilise, c'est pas pour rien. On peut gagner des choses. Et je crois qu'il faut retenir ça de la journée d'hier, c'est qu'on a quand même fait reculer le gouvernement symboliquement. On a gagné, certes, ça va pas révolutionner l'école et ça va pas régler la pagaille qui est aujourd'hui dans le système scolaire, mais c'est quand même un peu quelque chose, un peu de respect, un peu de moyens, et maintenant, encore une fois, là aussi, il faut enfoncer le clou. Donc, mais dans 90 jours, on a une élection, donc j'espère que le débat sur l'éducation, le système éducatif va sérieusement avoir lieu, parce que le malaise, il est lié à la crise Covid, mais il est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus profond. Il faut se rendre compte qu'on est quand même un des pays d'Europe occidentale où les profs sont les plus mal payés. En France, c'est terrible. Et où, de contre-réforme en contre-réforme, on sent qu'il y a une, je sais pas comment dire, mais un désarroi, une tristesse, une colère, encore une colère, c'est quand on a envie de se mobiliser, mais grande difficulté à pouvoir faire correctement son métier. Et ça, c'est pas possible. Et ça rejaillit sur les jeunes générations et la qualité de leur enseignement. Donc pour l'instant, on n'a que des contre-réformes qui nous tirent vers le bas. Je vois rien, Parcoursup étant quand même un des parangons de ce qu'aura fait Blanquer, mais il y a plein d'autres choses derrière et donc ça ne va pas du tout. Et il faut qu'on soit capable de porter maintenant un projet dans lequel il y a, à mon sens, un enjeu sur le nombre d'élèves par classe et sur les salaires des enseignants, mais il faut aller plus avant, évidemment, sur les enjeux pédagogiques et la refonte de notre institution scolaire. Ouais. Justement, tu parles de présidentielle. Dimanche, il y a un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Nantes. Tu en es une des animatrices. C'est un meeting immersif. On a fait un papier dessus sur le site de Regard. Le but, c'est quoi? C'est de montrer la technophilie de la France insoumise et du candidat Mélenchon? Non, pas seulement. Je pense que c'était l'idée de faire ressentir des choses. C'est-à-dire que la politique, elle donne une vision du monde et donc dans cette vision, on ressent aussi des émotions, on partage du sensible. Alors les techniques, elles viennent du monde culturel où on a maintenant des expos immersives avec de la 3D, des odeurs. Donc c'est effectivement une prouesse technologique, mais c'est une prouesse technologique au service d'une volonté de partage par le sensible d'un projet politique. Donc c'est cette étape-là. Alors c'est vrai que ça permet aussi de faire parler du meeting, de lui donner de la grandeur. On va voir ce que ça donne, mais moi je suis assez enthousiaste à l'idée de cette performance dimanche. Alors vous allez vous mettre dans une boîte de 50 mètres sur 50 mètres, donc comme tu le dis, avec des images, des sons et des odeurs. C'est quoi exactement est-ce que t'as pas peur, tu parles de vision du monde, mais est-ce que t'as pas peur justement de créer, en fait, de recréer à l'intérieur d'une boîte une vision du monde qui serait finalement déconnectée de la réalité extérieure? Alors effectivement les odeurs quand on va regarder sur l'ordinateur on va pas les avoir, mais on va voir autre chose. D'abord c'est pas que ça, il y a des discours qui vont être portés, donc c'est évidemment ces discours-là qui sont premiers. Mais c'est une expérience que vont vivre les 3 ou 4 000 personnes qui vont pouvoir être là. Et moi, je me souviens comme on avait beaucoup rigolé au début avec
Jean-Luc Mélenchon Les et son hologrammes. hologramme. Et aujourd'hui, finalement, on se dit que c'est pas mal qu'ils puissent faire le même meeting en hologramme à différents endroits. Ça paraît être une performance technique assez maligne et assez moderne. Donc, j'entends qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça dérange, je sais pas comment dire, ça dérange, on se dit est-ce que c'est vraiment ça la bonne idée, etc. On va voir dimanche. Hein. C'est le propre aussi des expériences. Je veux dire, si on n'expérimente pas ça, on est sûr que personne va dire mais c'est ridicule ce que vous êtes en train de faire. Je trouve qu'on peut au moins accorder à cette idée-là d'être une expérience et on va voir dimanche si elle porte. Moi, la partie sur laquelle je me suis plus particulièrement engagée, c'est la première partie, avec des textes qui seront lus, des textes, des paroles qui feront écho à MeToo, à des combats antiracistes, à d'autres sujets. Moi, je vais lire notamment Annie Ernaux, bref, au mépris de classe, à la pauvreté. Et ça aussi, c'est une manière de faire rentrer du sensible en lisant des textes à la fois d'époque ou historiques et qui nous permet de partager. Parce que on vote aussi pour un candidat, évidemment, pour des propositions, mais aussi pour ce qu'il raconte de l'époque, pour ses références, pour l'imaginaire. On est quand même des êtres qui avons besoin de cet imaginaire, de ces symboles. Donc c'est ça que ça raconte, je pense, ce meeting. Alors justement, un des thèmes dont il doit parler, dont doit parler ce meeting, c'est la culture. On sait le rapport de la France insoumise et singulièrement de Jean-Luc Mélenchon à la culture française, à son histoire. Mais c'est quoi le rapport de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon aux artistes d'aujourd'hui, à la création contemporaine? Alors, il faudrait lui poser la question à lui. Je ne peux pas répondre à sa place hein, de sa propre relation avec ça. Moi, je peux répondre pour moi en disant que pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas parler du monde et vouloir le transformer sans être irrigué par la création contemporaine, de toutes sortes. Alors après, on fait les journées n'ayant que 24 heures, on fait ce qu'on peut. On a aussi tous un peu ces atavismes. Il y en a qui préfèrent aller au ciné, il y en a qui préfèrent voir des expos. Moi, j'aime la littérature. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas au ciné, que je ne fais pas d'expo, mais je pense que c'est important pour nous, pour notre langage, pour comprendre le monde, que d'être en lien avec ces artistes. Pas simplement pour les appeler et leur dire soyez gentils, mettez-vous dans un comité de soutien. Je pense que cette époque-là est révolue, mais plutôt en s'imprégnant en fait de ce qui émerge. Et ça me paraît absolument fondamental. Et je pense que les leaders politiques en particulier, mais les militants politiques aussi, ont tout intérêt à s'ouvrir sur ce qui s'invente là, parce que la création, c'est quand même ça. Créer, c'est la création, le monde artistique, il est là pour créer. Donc il est là pour nous dire ce qui est, mais aussi pour nous donner des pistes de transformation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être la fille d'artiste aussi qui parle, parce que j'ai eu la chance de baigner dans ce monde-là et de rencontrer dans ma jeunesse Jacques Ralit qui m'impressionnait quand j'étais petite. Il fait partie des personnages qui m'ont donné envie de faire la politique. Donc le lien entre politique et le monde artistique d'où je viens, mais je pense que voilà, ça dépasse évidemment mon échelle personnelle. C'est quelque chose de fort en politique. Et à chaque fois que à gauche on a été fort, à chaque fois, en fait, les artistes étaient là. C'est-à-dire croire qu'il y a une dissociation entre on fait venir les artistes, on est, je sais pas quoi, les bobos dans une bulle. Ce qu'il faut, c'est aller chercher le monde populaire. Moi, j'ai toujours vu, c'est vrai pour le Parti communiste, mais ça a été vrai aussi pour le PS quand il était fort, c'est que quand il y a les artistes, souvent, il y a le monde populaire. Ça ne s'oppose pas du tout. En fait, ça se travaille ensemble. Voilà. Dernier sujet, Clémentine, tu es candidate à ta réélection à la députation. Je n'ai pas encore annoncé ma candidature. Tout le monde le sait, pardon. Je pensais qu'il avait fait, mais enfin, peu importe. Je pense que tu vas l'être, on va dire. Tu vas être candidate dans quel périmètre politique? Est-ce que toi, tu veux rassembler toute la gauche? Alors, justement, c'est vrai que c'est une précision, mais j'y tiens parce que pour l'instant, j'ai engagé une démarche. Et je me suis d'ailleurs adressée aux Sevranais, aux Villepintois et aux Tremblaysiens dans ma circonscription pour leur parler de cette démarche de rassemblement. La dernière fois, j'avais été portée par une alliance entre les communistes et les insoumis et des citoyens localement, des citoyennes et des citoyens qui sont ni à l'AFI ni au Parti communiste. Donc déjà, j'aimerais que ce cadre de rassemblement, nous soyons capables de le porter à nouveau dans cette élection. Et j'ai envie de dire plus si affinité. Voilà. Donc localement, c'est en particulier la main tendue que je fais à Europe Écologie Les Verts. Mais je souhaite que ce rassemblement, il soit à la fois porté par des organisations politiques, et je cherche ces alliances,
et qu'il soit également très investi par des citoyennes et des citoyens d'accord sur les principes que je porte, les valeurs que je porte, les grands discours et les propositions que je fais, et qu'on avance ensemble dans une circonscription de Seine-Saint-Denis qui est quand même, faut se rendre compte chez nous, on se sent quand même les premières cibles des discours d'extrême droite très forts. Zemmour, quand il parle, on est la cible privilégiée. Donc il y a un élan d'abord de tenir tête, voilà, d'avoir demain une députée qui parle haut et fort et qui porte cette voix, qui résiste à ces discours xénophobes, ces discours réactionnaires, et en même temps qui soit porteur de ce rassemblement que l'on veut pour porter demain des majorités progressistes, capables de transformer sur un plan social et écologique la société. Donc c'est ça que je veux construire. Et donc c'est en cours, c'est pour ça que je disais, je n'ai pas encore déposé formellement ma candidature, parce que je travaille à ce rassemblement. Et j'ai bon espoir. Dernière question, Clémentine. Quelle continuité il y a entre la position locale que tu viens de décrire, politique locale que tu viens de décrire, et la position de ton candidat Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle? Alors ça pose la question du rassemblement en fait pour la présidentielle, qu'on peut arriver à faire aux législatives, mais alors dans l'ordre, hein, c'est la présidentielle puis après les législatives. Donc c'est tout ça et voilà, tout ça doit aussi se faire dans l'ordre. Mais disons que avec Elsa Faucillon, on avait au lendemain des élections européennes proposé le Big Bang dans la gauche sociale et écologique. Et je pense que c'était le bon moment. C'était le bon moment parce que il y a vraiment des divergences, des cultures politiques différentes au sein des gauches et des écologistes, et que pour arriver à maturation pour la présidentielle, pour faire un projet commun qui tienne la route, il fallait s'y mettre, non pas là maintenant ou même il y a un mois où j'ai vu des personnalités qui n'ont pas franchement œuvré pour le rassemblement à gauche et qui d'un seul coup ont eu une passion pour l'union de la gauche, peut-être en regardant les sondages qui leur étaient défavorables. Donc peut-être à ce moment-là, finalement, l'union de la gauche pouvait être une bouée de sauvetage. Mais si on prend la chose au sérieux, on voit bien que maintenant, on est à 90 jours de l'élection et que ça devient une chimère, un feuilleton, que de se demander si on va encore réussir à faire cette union. Donc on a essayé de la construire. Moi, je voulais qu'on tienne les deux bouts, c'est-à-dire du rassemblement et en même temps un ancrage fort dans une gauche qui permette d'engager des ruptures. On a échoué à faire ce large rassemblement, et dans le paysage politique qui est le nôtre, moi j'ai fait le choix de Jean-Luc Mélenchon parce que je pense qu'il est le plus cohérent pour porter ces ruptures sociales et écologiques, et qu'il est en tête aujourd'hui dans le paysage. Donc il me paraît le plus propulsif, celui qui peut nous amener le plus loin. On n'est pas au bout de l'histoire après, on n'est pas du tout au bout de l'histoire, et j'ai noté que sur France Inter, il avait dit que s'il était au second tour, il engagerait des discussions avec d'autres partenaires. Donc je pense qu'il y a des choses qui bougent, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas ce bilan du Parti socialiste de l'ère Hollande qui a quand même bien fracassé la gauche. Partout en Europe, la social-démocratie a été en échec, donc c'est pas qu'en France, mais enfin quand même en France, c'est pas si vieux l'ère Hollande, et de ça, je n'ai pas le sentiment que le Parti socialiste ait fait grand-chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a entendu droit d'inventaire, et puis on attend toujours de savoir, alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné ? Est-ce qu'on peut s'entendre sur l'impasse du néolibéralisme ? Est-ce qu'on peut s'entendre sur des choses claires du point de vue de la transition écologique ? Claire, forte, claire, le mot est un peu galvaudé, mais je veux dire forte en termes de transition écologique. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on fait aussi par rapport à la République ? Et moi, cette idée de déchéance de nationalité, elle m'a choquée, mais elle a choqué beaucoup de monde à gauche. Donc, qu'est-ce que le Parti socialiste dit de tout ça ? Voilà. Et moi, j'attends un peu cette discussion, et cette discussion a du mal à venir. Et ça nous met en difficulté. De la même manière avec Europe Écologie Les Verts, on voit bien qu'Europe Écologie Les Verts dit « Moi, la gauche, c'est pas mon sujet. Nous, on est ailleurs. » Et que sur un certain nombre de sujets, il reste des points qui sont des points de discussion. C'est ce qu'a dit la France Insoumise aussi un temps. Certes, certes. Le rapport à la gauche est quand même plus fort, plus net, je pense, en termes de discours, en termes voilà, même de comment dirais-je, de qui est au sein de la France Insoumise et des parcours. Mais tout ça se discute, tout ça doit se discuter. Mais je pense qu'à 90 jours maintenant, le moment est venu de passer à autre chose, parce que tous les jours, on voit des reportages hyper déprimants où c'est un tel a parlé à un et la primaire et machin, et on ne sait pas où ça va. Et je pense que le moment est vraiment venu de se tourner vers les Français et d'essayer de nous mener au plus haut. Et ensuite, il y aura les législatives. Et là, j'espère que nous serons
capable de nous parler et de faire en sorte qu'un maximum de députés de gauche siègent à l'Assemblée nationale pour le prochain quinquennat. Eh ben, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Clémentine. Merci.